Oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter un tout petit extrait de l'étude que nous avons menée au LEM Biotech en partenariat avec le LEM Recherche. Cette étude fait partie d'une volonté d'essayer de comprendre un petit peu les thérapeutiques innovantes pour le futur. Et nous avions, Marc en a parlé, et déjà fait une étude sur la thérapie cellulaire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques extraits de cette étude. Donc pour les nanotechnologies, vous savez que les nanotechnologies sont utilisées dans le domaine de l'aviation, dans le domaine des voitures, mais aussi depuis plus récemment, je dirais, dans le domaine de la recherche appliquée à la santé. Donc il s'agit de la recherche et du développement qui a pour but la création de structures, dispositifs, systèmes, et là on va au-delà du médicament, donc de structures qui sont comprises entre 1 et 100 nanomètres, c'est-à-dire la taille d'un virus, d'une nanoparticule, d'un nanotube de carbone et de quelques liposomes. Nous avons mis les liposomes au sein de cette étude. Mais aussi il s'agit des éléments dont la miniaturisation leur confère de nouvelles propriétés. Comme dans tout domaine, et on en a beaucoup parlé ce matin, il faut des partenariats privés-publics, mais aussi il faut, et Madame Dautry en parlait, mettre des compétences complémentaires différentes, les associer pour essayer d'avancer et de faire le grand pas. Et donc, il est évident que dans ce domaine-là, on a aussi besoin d'avoir, comme d'habitude, la biologie, la clinique, la chimie, mais aussi, surtout, la physique. Donc, dans le domaine appliqué à la médecine, bien sûr, j'imagine que il y a le diagnostic in vitro, diagnostic in vivo, donc avec des marqueurs d'imagerie qui permettent une miniaturisation des éléments, mais surtout des diagnostics plus précoces, un certain nombre de dispositifs dont des sondes endoscopiques. Il y a des thérapeutiques, alors essentiellement, comme vous le verrez, ce sont ce qu'on appelle des drug delivery systems, pas toujours facile à traduire, et aussi des dispositifs, et puis aussi dans un domaine bien particulier qui sont des nanoparticules de fer ou autres qui peuvent être stimulés à l'extérieur et qui sont essentiellement utilisés en cancérologie. Je vous rassure, je ne vais pas vous présenter tout cela. Si je vous le montre, c'est qu'il y a une réglementation. Qu'un médicament arrive sur le marché issu de la chimie, que ce soit un biomédicament ou que ce soit un médicament avec des nanoparticules, le processus est exactement le même. Et c'est un thème que l'on défend de façon claire et nette, puisque vous savez qu'en ce moment, il y a un débat public sur les nanoparticules et qu'il est important que l'on comprenne que le médicament, le processus, la réglementation est la même avec toutes les étapes que vous connaissez tous très bien, aussi bien au niveau préclinique qu'au niveau clinique, qu'il y a des autorités de santé et qu'il y a un suivi de pharmacovigilance qui est fait par la suite. Donc on essaye de façon claire et nette de se différencier d'autres systèmes utilisant les nanoparticules et qui n'ont pas cette même réglementation particulièrement rigoureuse. Donc ceci est valable pour le médicament, mais comme vous le verrez, ceci est valable aussi pour les dispositifs médicaux. Et donc les dispositifs médicaux sont répartis en 4 catégories dont les voies d'accès au marquage CE sont spécifiques. Donc c'est une réglementation là aussi qui est bien déterminée et les produits nanotechnologie rentrent dans la classe 3. Donc il y a un certain nombre de dossiers, particulièrement des dossiers techniques, il y a des audits et un marquage CE qui permet de s'assurer de la rigueur du processus de fabrication. Alors, où en est-on à l'heure actuelle? C'est une étude qui date d'il y a un peu plus d'1 an, donc il y a certainement peut-être d'autres produits, mais ça donne une image. Il y a très peu de produits actuellement.
Il y en a 36 sur le marché et il s'agit essentiellement de produits de drug delivery. Vous voyez les liposomes, vous pouvez penser à ambisome dans les infections fongiques, nanocristal, rabimune dans les préventions de rejet de greffe et autres outils qui sont utilisés. Ce qu'il y a d'important dans ce domaine thérapeutique, c'est vraiment la possibilité d'avoir un ciblage, une meilleure disponibilité du médicament, donc d'obtenir en principe une meilleure efficacité et surtout moins d'effets secondaires. Donc ça, je crois que c'est un principe qui est bien compris et qui est bien recherché, aussi bien dans la recherche fondamentale que dans la recherche appliquée au niveau des industriels. Au niveau des centres de recherche, il y a en France 3 grands centres de renommée internationale que vous voyez ici présents, mais il y a aussi d'autres centres à portée nationale et beaucoup d'unités qui, au sein de l'unité, peut travailler dans ce domaine-là. Et vous verrez dans l'étude, on a essayé d'être exhaustif, mais si par hasard nous avons oublié quelqu'un, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir pour que ça devienne de plus en plus exhaustif. Au niveau de la France, vous avez dans les sociétés qui existent, il y en a 12 qui se positionnent donc dans le domaine de la nanomédecine. Et je vais parler particulièrement de Guerbet, qui utilise des nanoparticules d'oxyde de fer, qui a 2 produits sur le marché, un pour la détection et la détermination des cancers du foie et un pour l'exploration du tube digestif. Et nous avons donc Laurent avec la société Nanobiotics. Toutes nos études sont faites en évaluant la recherche en France, qu'elle soit académique, industrielle, les industries existantes, mais on essaye de se comparer avec le reste de l'Europe, les États-Unis, l'Asie, pour essayer de savoir quels ont été les facteurs clés de succès, aussi bien en France que dans d'autres pays, et si c'est dans d'autres pays, d'essayer de les appliquer et d'en faire un certain nombre de recommandations qui sont discutées avec les autorités de santé, les autorités de recherche. Donc là, évidemment, on ne portera pas de jugement. Il y a plus de sociétés en Allemagne. Ça ne veut pas dire pour autant que les produits vont être plus nombreux, que les sociétés vont perdurer. Marc vous a présenté des sociétés qui existent et puis quelques années après, elles ont disparu. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même une activité aussi bien en Angleterre et en Allemagne, mais particulièrement en Allemagne dans ce domaine-là. Et on sait que dans le domaine de la thérapie cellulaire, l'Angleterre est plus en avance dans ce domaine-là par rapport aux autres pays européens. Donc, je vais vous parler du débat public, qui est un débat important, qui a lieu en ce moment et qui donc traite de tous les domaines des nanotechnologies appliquées ou pas à la santé. Donc, nous essayons d'être présents et surtout de bien expliquer la réglementation des dispositifs médicamenteux, des médicaments qui nous amènent à pouvoir apporter sur le marché des médicaments en toute sécurité, tout en sachant qu'on sait très bien qu'il y a des aléas parfois et qu'il y a des produits qui sont retirés du marché, mais ceci est quand même extraordinairement rare. Donc, ce débat a pour lieu de permettre à la population de s'exprimer, d'éclairer les grandes orientations de l'État. Il y a déjà eu à Toulouse et aujourd'hui à Grenoble, et Lyon, Orsay, puis Paris, avec particulièrement des axes sur la médecine. Donc, celui qui a eu lieu à Toulouse, je ne sais pas si certains étaient là, je crois que ça a été assez houleux, assez difficile au départ, car il y a toujours quelques personnes un peu extrémistes qui sont contre ces nouvelles technologies, mais ce n'était pas propre au domaine de la santé. Et donc, nous œuvrons pour essayer de faire comprendre que la réglementation nous permet d'essayer d'éviter les écueils d'utilisation de nanoparticules. Merci.